Le grand show de la présidentielle. Philippe David. Sur Sud Radio. Et pour débattre ce soir dans le grand show de la présidentielle, j'ai le plaisir de recevoir Danielle Simonet, coordinatrice et porte-parole du parti de gauche. Danielle Simonet, bonsoir. Bonsoir. Et Alexandre Devecchio, journaliste en charge du Figaro Vox. Alexandre Devecchio, bonsoir. Bonsoir Philippe. Alors le premier sujet qu'on va aborder, c'est l'évacuation du lycée Jean Jaurès ce matin à Paris 19e, lycée qui était occupé par près de 300 migrants d'origine afghane, érythréenne, syrienne ou soudanaise et qui a été évacué par la police et au cours duquel 4 policiers ont été légèrement blessés. Que dites-vous de l'évacuation de ce lycée, Danielle Simonet ? Écoutez, moi je suis arrivée à 8h30, mais Éric Coquerel, conseiller régional et qui est aussi coordinateur du parti de gauche, y était dès 5h du matin. Et il peut vous attester qu'il n'y a pas eu une seule violence de la part des citoyens qui faisaient une chaîne humaine pour exprimer à la fois leur solidarité et leur refus de cette évacuation. Et que par contre, cette évacuation s'est faite dans une violence de la part de la police qui a de suite, sans sommation, sans chercher aucune négociation, à tout simplement procéder à des bombes lacrymogènes, à gazer et à forcer le passage de manière extrêmement violente. Cette situation est complètement absurde parce que la plupart des réfugiés qui étaient dans ce lycée, qui est inoccupé depuis plus de 5 ans, pour lequel il n'y a aucun travaux planifié dans les 3 mois à venir, sachez que dedans, vous en avez qui ont déjà été expulsés, soit de la Chapelle, soit de Stalingrad. Et donc, on a une politique là qui est menée, qui n'amène à rien puisqu'il n'y a aucune solution pérenne qui est proposée. Alors certains ont été, selon la préfecture, envoyés dans différents centres d'hébergement en région Île-de-France, mais on n'a toujours absolument aucune garantie pour quelle durée. Donc on est dans une situation de chasse et de précarité des réfugiés qui va continuer puisque on ne met pas en place des situations, des solutions pérennes. Ceux que l'on chasse ici reviennent là avant d'être chassés ailleurs, alors que ce lycée, je le répète encore une fois, était totalement inutilisé depuis 5 ans et que le collectif La Chapelle Debout, qui était en solidarité avec les réfugiés, organisait les choses avec les réfugiés de manière extrêmement pacifique, avec beaucoup d'activités dans ce lycée en moins d'une semaine. Alexandre Devecchio. Bon, moi, je crois que l'état de droit a été respecté, tout simplement. Voilà, c'était une décision de la préfecture de police. Il est bien aussi que l'état de droit soit respecté de temps en temps, que l'État sache faire preuve d'autorité. Bien sûr, ceux qui sont d'authentiques réfugiés, des situations, des solutions administratives doivent être trouvées. Pour ceux qui sont en revanche clandestins, là encore, l'état de droit doit être respecté. Ils doivent être expulsés. Donc je pense que c'est une décision logique qui a été appliquée. Je crois que les gens aujourd'hui souhaitent que la loi soit appliquée pour tous, tout simplement. Alors, mais vous savez, dans la loi, il y a une obligation de la part de l'État de garantir un hébergement pour toutes celles et ceux qui sont sur le territoire français. Et dans notre principe républicain, il y a une obligation qui est le devoir d'asile dont vous faisiez référence. Mais savez-vous que la France est un des pires élèves de l'Union européenne en matière de droit d'asile, où vous avez un pourcentage de refus de débouter du droit d'asile complètement astronomique. Et depuis ce que les uns et les autres appellent la crise des réfugiés depuis l'été dernier, le nombre de réfugiés que la France a accueillis dignement est dérisoire. Et les conditions sur Paris dans lesquelles les choses sont procédées sont vraiment indignes de la République. Franchement, Sarkozy défigurait la République et la politique de François Hollande continue exactement dans la même logique. Alors, dans cette évacuation, il y a quand même eu 4 policiers qui ont été légèrement blessés. La preuve qu'il y a quand même eu quelques violences, certainement de la part de ceux qui squattaient le lycée, on va dire ça comme ça. S'il y a eu 4 policiers blessés, ils ne sont pas blessés tout seuls, je suppose. Et les policiers... Écoutez, vous savez, peut-être que dans la violence de ce qu'ils ont fait, ils ont pu se blesser, mais je vous assure qu'il n'y a eu aucune agression de la part des citoyens. Les médias type, j'ai vu par exemple le Nouvel Obs, qui avait mis même en une, mais ils l'ont changé depuis, une photo qui n'avait rien à voir avec le lycée Jaurès, à parler de personnes cagoulées. Il n'y avait pas une seule personne cagoulée devant le lycée Jaurès. Vous aviez des citoyennes et des citoyens, des habitants du quartier qui faisaient une chaîne humaine pacifique. Oui, mais alors il y a quand même eu 4 policiers blessés et
Les policiers et le syndicat Alliance, qui est syndicat majoritaire dans la police, appellent le 18 mai à manifester car ces policiers se sentent stigmatisés et qu'ils n'en peuvent plus des violences qu'ils subissent, que ce soit ce matin ou en marche de nuit debout par exemple. Est-ce que vous comprenez le ras-le-bol des policiers, Alexandre Devecchio ? Oui, et surtout je me souviens que les policiers ont été quand même bien utiles, pas plus tard que le 13 novembre et également au mois de janvier, qu'ils ont des missions difficiles, qu'ils ont d'ailleurs été applaudis par les citoyens. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, on le voit notamment avec les affiches de la CGT, il y a une partie de l'extrême gauche qui cherche à diaboliser de nouveau les policiers. Peut-être qu'elle est agacée par ce retour de l'autorité de l'État, tout simplement, avec notamment l'état d'urgence qui, je crois, est une bonne chose, et qu'on cherche à casser du flic. Je trouve ça dommage et je pense que c'est totalement contre-productif. Il y a d'autres combats, des combats sociaux d'ailleurs à mener, sur lesquels je pourrais rejoindre le front de gauche. Pour ce qui est de la police, je crois que dans le contexte d'insécurité physique et culturelle dans lequel est le pays, les gens ont besoin d'ordre, en premier lieu les classes populaires. Je rappelle aussi que les policiers font partie des classes populaires. Ce sont des fonctionnaires pas très riches qui en plus se font taper dessus. Donc moi j'ai envie de défendre effectivement et les policiers et les classes populaires qui subissent l'insécurité dans les quartiers difficiles. Daniel Simonet. Moi, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je suis attachée à l'idée, j'ai même une haute idée de la police républicaine. Aujourd'hui, elle est en total sous-effectif. Énormément de postes ont été supprimés sous Sarkozy et n'ont pas été restaurés sous François Hollande. Ils sont en sous-effectif, ils sont épuisés, et moi, je peux vous dire qu'ils en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol qu'on les envoie sur des missions qui ne correspondent pas au cœur de leur métier. À côté de cela, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu, depuis le début de la mobilisation sociale contre la loi El Khomri, pour le retrait de la loi El Khomri, notamment en direction de la jeunesse, des provocations et des violences policières totalement inacceptables, qui aggravent complètement la représentation que peuvent avoir les jeunes et toute la population de la police. Vous savez, quand vous voyez les provocations et la répression qu'il y a pu avoir dans la manifestation du 1er mai et autour de la place de la République et Nuit debout, lisez donc les témoignages qui ne passeront jamais sur certains médias. On est dans un engrenage où on voit bien que le gouvernement se nourrit de la violence et encourage une spirale qui fait répression policière et qui du coup encourage d'autres violences contre la police pour mettre en place un engrenage qui dénigre totalement la mobilisation sociale. Il faut par exemple immédiatement arrêter l'usage du flashball et des tirs tendus. Ce jeune de Rennes qui a perdu un œil, ça suffit. Vous avez eu bien trop de situations dramatiques du fait de ces armes. Vous aviez eu un rapport d'une grande association sur l'ensemble des victimes de ces usages-là. Il est temps de légiférer et d'arrêter d'utiliser les flashballs. Et il est temps aussi de remettre en place une véritable formation. En 81, il y avait eu un très grand plan de formation de la police. Aujourd'hui, elle fait défaut, cette formation. Et sur un corps qui est totalement épuisé, surmené, je me souviens plus des chiffres, mais ils en sont à un nombre d'heures supplémentaires, mais complètement colossal. Il va falloir faire colossal. court parce qu'on arrive à la première pause, Daniel Simonet. Le grand show de la présidentielle. Philippe David. Et pour débattre dans le grand show de la présidentielle ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Simonet, coordinatrice et porte-parole du parti de gauche, et Alexandre Devecchio, journaliste en charge du Figaro Vox. On va terminer avec un sujet court qui est connexe aux deux premiers, l'évacuation des migrants à Jean Jaurès et le blues des policiers. C'est Stéphane Le Foll qui a proposé aujourd'hui une prolongation de l'état d'urgence, mais sans perquisitions administratives. Un état d'urgence light, si vous préférez. Vous en pensez quoi, Alexandre Devecchio ? Non, je pense qu'il faut être sérieux. Ou on fait l'état d'urgence ou on ne le fait pas. Donc les perquisitions administratives sont utiles. Donc il faut les maintenir. Il ne faut pas non plus faire du théâtre, quoi, puisque un état d'urgence vidé de sa substance, ça n'a aucune utilité. Donc quand on fait les choses, on les fait vraiment. Pour revenir une seconde sur les policiers, parce que j'avais pas eu
le temps de répondre. Bon, je suis d'accord qu'ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et qu'il faudrait sans doute améliorer leurs effectifs et leurs conditions de travail, mais je rappelle aussi que j'ai du mal à croire au scénario de force de l'ordre brutale, violente. Voilà, pour les avoir vécues directement, les émeutes de banlieue de 2005, c'est quand même extrêmement violent. Il n'y a eu aucun blessé grave. Un scénario comme celui des émeutes, c'est d'ailleurs répété et à chaque fois, il n'y a pas de blessés du côté des manifestants. Donc je crois que dans l'ensemble, la police française se comporte plutôt bien. Daniel Simonet, l'état d'urgence light, vous en pensez quoi? Mais écoutez, comme il y a les sodas light. Non, mais l'état d'urgence, de toute façon, hélas, n'est jamais light. Il faut arrêter cet état d'urgence et vous savez que les perquisitions sont tout à fait possibles dans le cadre des lois antiterroristes. Voilà, on a fait voter dans ce pays suffisamment de lois antiterroristes. On a déjà un arsenal législatif qui était suffisant pour qu'il ne soit pas nécessaire de prolonger cet état d'urgence. Donc qu'il soit prolongé en l'état ou prolongé façon light, ma position est toujours la même. Il faut sortir et arrêter cet état d'urgence. Si on estime par ailleurs que, ce qui est mon cas, que les juges en France sont parfois piétinent parfois le travail des policiers et qu'il y a trop de bureaucratie, je pense que le législateur doit prendre ses responsabilités et réformer, s'il le faut, certaines lois pour faciliter le travail des policiers. C'est vrai que ce serait peut-être plus efficace à long terme et donner plus de moyens humains à la justice. Ça, c'est vrai. Plus de moyens humains à la justice antiterroriste et plus de moyens humains au renseignement. Et par contre, respecter l'état de droit et respecter les libertés fondamentales. Ah, ça, c'est un vaste sujet. Donc là-dessus, vous n'êtes pas d'accord. L'un pense que l'état d'urgence light ne sert à rien, l'autre que l'état d'urgence, c'est mauvais. Et ce sont les tweets de l'actu. Alors, 3 sujets vous ont fait réagir. Déjà, l'évacuation musclée des migrants au lycée Jean Jaurès. Alors, quand Volant a tweeté « Socialiste, rappelez-moi le nom de ce lycée où vous venez de brutaliser des damnés de la terre et leur soutien ». Majid Messaouden qui tweet « Hier, Hollande se revendiquait de Jean Jaurès. Aujourd'hui, il a fait évacuer le lycée Jean Jaurès. » Tandis que Hussard du Net tweet « Je préférerais voir nos lycéens se distinguer dans leurs résultats au bac plutôt que dans les manifestations stériles. » Les dates de l'élection présidentielle 2017 sont enfin connues. Ce sera le 23 avril et le 7 mai. Alors William Emmanuel tweet « Après le 21 avril 2002, y aura-t-il un 23 avril 2017 ?» Leïla Admi tweet « 23 avril et 7 mai 2017, on a enfin les dates officielles du one-man show collectif de la classe politique française. » Tandis qu'Ignactus Reilly tweet « 7 mai 2017, donc c'est ballot, j'ai piscine ce jour-là. » Et que Abdel Al-Bessar fait une remarque très juste. Présidentielle 2017, deuxième tour au milieu d'un week-end de 3 jours, abstentionnisme planifié, point d'interrogation. Enfin, le dernier point, on vient d'en parler, c'est la prolongation de l'état d'urgence. Et Manfin pousse, tweet, prolonger l'état d'urgence sans perquisition administrative, à quoi ça peut bien servir à part à de la com. Sud Radio, le grand show de la présidentielle. Philippe David. Et ce soir, dans le grand show de la présidentielle, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Simonet, coordinatrice et porte-parole du Parti de gauche, et Alexandre Devecchio, journaliste en charge du Figaro Vox. Alors, le deuxième sujet, c'est la rémunération des grands patrons. Hier, Emmanuel Macron a menacé de légiférer sur la rémunération des grands patrons après que le conseil d'administration de Renault ait validé la rémunération 2015 de Carlos Ghosn à 7,251 millions d'euros, malgré l'opposition de la majorité des actionnaires. Sa rémunération chez Nissan est de 8 millions d'euros. Alors, la rémunération de Carlos Ghosn vous choque-t-elle ? Daniel Simonet, mon petit doigt me dit que oui. Oui, elle me choque, je la trouve scandaleuse, tout comme je trouvais déjà tout aussi scandaleuse la rémunération de Carlos Tavares. Il y avait aussi le scandale du salaire ou des retraites chapeaux du PDG de GDF Suez. Ou de la Société Générale, c'est pas le seul. Exactement, voilà. Et d'ailleurs, dans le Figaro aujourd'hui, il y a un article qui justement met ça en parallèle et raille justement M. Macron, parce que attention, M. Macron va légiférer. Alors on a très peur, M. Macron va enfin s'attaquer aux grands salaires, aux hauts salaires. Mais que nenni, M. Macron avait déjà fait cette menace. On va penser à
légiférer au moment du scandale du salaire du PDG de GDF Suez, et il n'en a rien fait. Et d'ailleurs, au contraire, quand on voit les rémunérations de Carlos Ghosn, il faut savoir que Carlos Ghosn, eh bien, une grande partie, plus de la moitié de ses rémunérations est versée en actions dont la fiscalité a été allégée, justement, par la loi Macron. Alors, vous avez anticipé la deuxième partie de ma question, je ne vous en veux pas. Alors, je vais donner les chiffres exacts. Sa rémunération chez Renault se divise entre 1,23 million de fixes, 1,78 million de variables et 4,18 millions de stock options et de bonus. Ce qui est cocasse, c'est qu'Emmanuel Macron, justement, a diminué la fiscalité des actions gratuites. C'est l'article 34 du projet de loi pour la croissance et l'activité, dite loi Macron. Je vous ai même donné l'article de loi. Tiens, je vais rebondir. Est-ce qu'il ne serait pas un peu paranoïaque, Emmanuel Macron ? Alexandre... Oui, pas un peu un grand hypocrite. Oui, on m'a ôté les mots de la bouche. Alors, Alexandre Devecchio, ça vous choque et est-il paranoïaque ? Oui, bien sûr, ça me choque. Pourquoi paranoïaque ? En fait, je ne comprends pas tellement le sens de la question. Je crois qu'il se moque un peu du monde, mais il n'est pas le premier. Attendez, il dit qu'il gagne trop, qu'il faut légiférer, alors qu'il a légiféré il y a un an en baissant la fiscalité des stocks options. C'est quand même cocasse. Donc il est hypocrite et non paranoïaque, c'est-à-dire que il veut rappeler, je suppose, à son électorat qu'il est quand même un petit peu de gauche, donc il proteste pour faire de la communication, mais je pense pas qu'il légiférera parce que malheureusement c'est pas le premier à vouloir à promettre de légiférer là-dessus. Je vais même être totalement honnête, je me souviens de Nicolas Sarkozy fustigeant les patrons voyous, pareil, menaçant d'encadrer les rémunérations. Il l'a pas fait, ce qui pourtant ça pourrait être possible, alors peut-être pas d'encadrer en fixant des montants, mais la charte du MEDEF, je vais citer le MEDEF, c'est pas pour les citer, mais pour le coup, l'idée de consulter les actionnaires, et je crois que ça a été fait, ils se sont prononcés contre cette rémunération. Avec une majorité le conseil nette. d'administration l'a validé. Le conseil d'administration, ça ne suffit pas. Non, mais il faut rendre. Franchement, quelle blague, une charte du MEDEF. Non, effectivement, une charte est une blague, mais il se trouve qu'il y a eu un vote, et ce vote doit avoir valeur légale pour qu'il ait un sens, puisqu'effectivement une charte on peut s'essuyer. Donc il faut les contraindre. Les pieds avec. Donc il faut les contraindre. Je suis d'accord. Par la loi. Il faut les contraindre par la loi. Et c'est tout simple. Jean-Luc Mélenchon le défendait déjà pendant la présidentielle de 2012. Il le redéfendra pour la présidentielle de 2017. Vous mettez en place, vous instaurez par la loi un salaire maximum et vous exigez qu'il n'y ait pas d'écart supérieur de 1 à 20 dans les rémunérations dans la même entreprise. Ça veut dire que si le patron veut s'augmenter, il est obligé d'augmenter les bas salaires de son entreprise. Je vous assure que la situation serait totalement différente. Je vous coupe pour donner des chiffres à nos auditeurs. Si vous avez donc des salariés au SMIC à un peu plus de 1 100 €, ça veut dire qu'un grand patron gagnerait 22 000 € à peu près. Oh, c'est pas mal, non ? Il peut s'en sortir avec ça. Franchement, vous vous rendez compte que Carlos Tavares, par exemple, gagne l'équivalent de 14 000 € par jour, c'est-à-dire un salaire annuel de SMIC par jour, plus qu'un salaire annuel de SMIC par jour. Mais quelle est cette obscénité ? C'est une aberration totale. Et au-delà de 30 000 € par mois, oui, il faudrait aussi instaurer un revenu maximum et taxer les tranches supérieures à 100%. Parce que, vous savez, c'est une aberration économique et c'est une aberration également écologique. Si vous voulez relancer l'activité, c'est bien plus vertueux de permettre justement à ce que l'argent circule et donc de relancer le pouvoir d'achat, de redistribuer les richesses et d'empêcher ces grands patrons de pouvoir accumuler autant de profits qu'ils le veulent au mépris à la fois de la rémunération de leurs salariés et des ressources naturelles sur lesquelles ils développent leurs profits. Donc oui, le profit est néfaste. Cette logique capitalisme est une aberration, surtout qu'après ils en font quoi ? Ils vont aller les mettre au Panama. Là aussi, il faut absolument légiférer parce que ça se traduit par 80 milliards d'évasion fiscale. Je suis d'accord. Cette indécence des riches. Pardon. Je suis d'accord sur le fond, sur l'indécence, etc. Je nuancerais juste un petit peu, plus que de mettre en cause le capitalisme en général. Je crois que là, c'est le fond du capitalisme financier qui est un dévoiement du capitalisme. Surtout que quelqu'un comme Carlos Ghosn n'est pas, pour moi, un grand patron, c'est un manager. C'est pas quelqu'un qui prend des risques, c'est pas quelqu'un qui a fondé son entreprise. Voilà, à la limite, qu'un patron qui fonde son entreprise, qui a des très bons résultats, se rémunère correctement, ça ne me choque pas. Là, c'est pas mal, 20 000 €, c'est pas mal. Oui, je suis d'accord. S'il veut gagner plus, il peut permettre aussi aux salariés
salariés de toucher plus, parce que vous savez que le SMIC, par contre, pour payer le loyer, c'est pas simple. Je suis d'accord, mais je pense que le fond du problème, c'est ce capitalisme managérial à courte vue, avec des gens qui sont plus des entrepreneurs et qui visent les profits financiers à court terme. En plus, Renault, il n'y a pas si longtemps que ça, a été aidé par l'État. C'est une entreprise qui délocalise, qui va faire fabriquer des voitures en Turquie à bas coût. Donc il y a une réflexion vraiment à mener plus large sur le capitalisme financier mondialisé, dont Carlos Ghosn est vraiment un représentant symbolique, quoi. Sud Radio, Le grand show de la présidentielle. Et ce soir, dans le grand show de la présidentielle, j'ai le plaisir de recevoir Danielle Simonet, coordinatrice et porte-parole du Parti de gauche, et Alexandre Devecchio, journaliste en charge du Figaro Vox. Alors, on était chez Renault, on va passer chez Air France, parce que le nouveau patron d'Air France, Jean-Marc Janaillac, est issu de l'ENA, et devinez de quelle promotion ? La promotion Voltaire. Alors, de la promotion Voltaire sont issus François Hollande, président de la République, Ségolène Royal, ministre, Michel Sapin, ministre, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, Renaud Donnedieu-Deva, ancien ministre, Jean-Pierre Jouyet, ancien ministre, Pierre Mongin, patron de la RATP, et par exemple Henri Decastre, PDG d'AXA. Est-ce que la France est devenue une oligarchie dirigée par une école en général et par une promotion en particulier ? Danielle Simonet. Ben oui. Bien sûr, la France est une oligarchie où on voit bien qu'il y a une petite caste politique qui est en situation de pantouflage par ailleurs et de collusion d'intérêts permanents avec ceux qui dirigent le monde économique et le monde médiatique. Et qu'on a ce petit monde-là qui évolue et qui fait une politique sans le peuple et contre le peuple. Mais c'est aussi une caractéristique de la Ve République qui favorise cela à travers une très forte concentration du pouvoir, à travers une absence totale de contre-pouvoir citoyen et une logique finalement de monarchie présidentielle qui permet donc de placer les copains. Il faut absolument balayer tout ça, s'en sortir, voilà. C'est pour ça que nous défendons la convocation d'une assemblée constituante pour en finir avec la Ve République et permettre au peuple de redéfinir les règles du jeu et qu'on en finisse avec cette logique-là qui montre un terrible pantouflage. Parce que vous retrouvez dans les noms que vous avez cités, vous avez vu qu'il y en avait. Je les ai pas tous cités, sinon on y sera encore. Mais certains étaient donc sous Sarkozy. Je voulais pas monopoliser le débat. D'un ministère à la tête de grandes entreprises et vice-versa, voilà, comme Macron qui va de Rothschild en passant par le ministère. C'est pas bien, vous motez les mots. Et je vous laisse terminer. Non, mais effectivement, la logique a été pointée d'une espèce de mélange entre la technocratie. Le pire de Macron, c'est effectivement le pire de la technocratie et du néolibéralisme réunis. Mais il n'est pas de la promotion Voltaire, il est d'une autre. Non, il est pas de la promotion Voltaire, mais c'est pire, il va durer plus longtemps. Il pose le problème effectivement de la haute fonction publique qui après avoir été inspecteur des finances vient travailler pour une banque, revient à un ministère, il y a une espèce de consanguinité qui est quand même très malsaine et surtout une absence de prise de risque, encore une fois totale. Monsieur Macron qui est pour la flexibilité, etc., la modernité, le libéralisme, n'est pas capable effectivement de démissionner de la fonction publique, ce qui est, je crois, bien dommage, ce qui serait une manière de montrer l'exemple. Et là, j'en reviens à Air France. Voilà, ces gens-là ne sont pas des industriels, ne sont pas des chefs d'entreprise, c'est des technocrates qui peuvent aussi bien diriger Air France qu'être redirigés vers un ministère qui n'a rien à voir ou encore une autre entreprise, et ça ne marche pas parce que pour diriger un groupe comme Air France, il faut avoir pas seulement des connaissances de management, des connaissances industrielles, s'intéresser à la question des transports, bref, être un entrepreneur, ce qu'ils ne sont pas, et donc ils sont mauvais, rémunérés de manière indécente, donc ça fait beaucoup, quoi. Voilà. Alors, il nous reste un peu plus de 3 minutes et je voulais vous faire réagir. On a parlé de Renault, on va parler d'Air France, on va pas en mettre une louche, surtout que vous êtes assez d'accord. C'est qu'on sait depuis aujourd'hui la date des prochaines présidentielles qui vont avoir lieu le 23 avril et le 7 mai 2007. Et vous savez ce qui se passe le 7 mai ? Eh bien, c'est un week-end de 3 jours. Que vous inspire le fait de mettre un deuxième tour de présidentielle un week-end de 3 jours ? Est-ce que c'est pas une incitation à l'abstention, comme l'a dit un des tweeters qu'on a eu ?
Je crois que d'une part, les citoyens devraient quand même être responsables, ça c'est une chose. Mais après, effectivement, oui, on peut se demander si le pouvoir ne le fait pas exprès. Moi, j'ai quand même l'impression que François Hollande et Nicolas Sarkozy ont très envie de se retrouver face à Marine Le Pen au second tour et qu'ils font tout pour en être sûr. Parce que pour les deux, pour le candidat de droite aujourd'hui et pour le candidat de gauche, c'est l'assurance d'être élu facilement sans qu'on ait de véritables débats démocratiques sur le fond. Moi, je ne sais pas quels sont les programmes des candidats de la primaire chez les Républicains. François Hollande vit dans son monde parallèle et nous explique que tout va bien en France. Donc on va aller comme ça à l'élection présidentielle avec des personnes qui sont aujourd'hui décriées par l'opinion publique, tous les sondages le montrent, mais qui vont être élues tranquillement en diabolisant Marine Le Pen au second tour. C'est une parodie de démocratie assez scandaleuse et c'est vrai que dans ce contexte, on peut se demander si le choix de la date n'est pas volontaire. Oui, mais alors, ces élections seront peut-être une très grande surprise. Hein. Vous avez vu que depuis... Vous voulez dire parce que ça va être un week-end de 3 jours, Jean-Luc Mélenchon va accéder à l'Élysée? Alors pas à cause de cela, peut-être tout simplement parce qu'il incarne une volonté dans ce pays d'en finir avec ces politiques-là et que la dynamique dans laquelle il est et qu'il propose en termes de mouvement citoyen à travers la plateforme jlm2017.fr, eh bien, je pense peut avoir un véritable écho. Regardez, vous savez, les sondages ne reflètent pas une réalité, mais elles construisent aussi une opinion. Donc on voit quand même néanmoins une tendance qui se reflète, où vous avez maintenant une inversion des courbes entre celle de François Hollande et celle de Jean-Luc Mélenchon. Et moi, je vous dis, je n'exclus pas que Jean-Luc Mélenchon puisse être au deuxième tour de la présidentielle, parce qu'on ne sait rien de ce qui va se passer d'ici un an. Vous avez une situation de crise politique et de crise de régime tellement forte dans le pays que plein de cas de figure peuvent être possibles. Évidemment que je suis très inquiète par ce week-end de 3 jours parce que la mobilisation la plus maximum sera nécessaire le premier et le deuxième tour de ces élections présidentielles, puisque c'est l'élection clé. C'est un président de la République qui peut convoquer l'Assemblée constituante pour qu'on en finisse justement avec cette monarchie présidentielle. Eh bien, Daniel Simonet, merci. Alexandre Devecchio aussi. On aura très certainement l'opportunité de reparler des pronostics de la prochaine présidentielle avec